l'occasion de la sortie du livre Que faire des partis politiques, ouvrage collectif aux éditions du Croquant, nous avons 3 questions à poser à Daniel Gaxi, politiste et auteur de ce livre. Ils se vident de plus en plus de leurs militants. Est-ce la fin des partis politiques ? La fin des partis politiques est annoncée un peu partout. Parce que les partis se vident progressivement de leur substance. Ils perdent des adhérents. C'est vrai un peu partout, je ne rentre pas trop dans les détails, il y a quelques petites exceptions. Mais dans l'ensemble, ils partent de plus ou moins haut, mais tous plus ou moins perdent des adhérents. Du même coup, ils perdent des militants. Ils perdent des sympathisants. Les partis ont mauvaise presse. On leur reproche toutes sortes de maux. On les voit comme des rassemblements d'ambitieux, avides de pouvoir et des privilèges associés au pouvoir. On les perçoit comme des acteurs futiles, engagés dans un jeu répétitif, prévisible. Donc il y a de moins en moins de sympathisants des partis, spécialement dans les jeunes générations. Et ceux qui restent sympathisants assortissent leurs préférences de doute, de scepticisme, de déception. Enfin, on peut dire que les partis perdent des électeurs, puisque là aussi c'est une tendance générale. Il y a une progression de l'abstention électorale, donc les partis politiques, spécialement les principaux d'entre eux, les partis de gouvernement, les partis les plus établis, remportent des élections, mais avec une part de plus en plus faible des électeurs inscrits et a fortiori de la population électorale potentielle. Donc la cause semble attendue. En réalité, et ça c'est moins souvent perçu, c'est ce que nous avons essayé d'expliquer dans ce livre collectif, ils se renforcent dans d'autres domaines. Par exemple, ils tendent à monopoliser ce qu'on appelle le recrutement politique. C'est-à-dire que pour accéder au Parlement, par exemple, à un Parlement national ou à la direction d'une grande ville ou d'une région, il faut passer par un parti politique. Il y a très peu d'acteurs politiques de premier plan au niveau national ou local indépendants. Les partis monopolisent le recrutement politique. Du même coup, ils sont plus à même que dans un passé maintenant lointain d'imposer des disciplines collectives. Par exemple, des disciplines de vote au Parlement. Enfin, les partis politiques sont de plus en plus capables d'attirer des financements publics. Bien sûr, on pense au financement public direct, les sommes... par exemple, donner aux partis pour rembourser les frais de campagne électorale, mais il y a un très grand nombre de financements indirects. Et par exemple, les indemnités d'élus, les indemnités des collaborateurs d'élus. Donc il y a une grande partie des acteurs politiques qui sont financés par l'État, par un financement public. Il y a des remboursements des dons donnés aux partis. Si vous payez l'impôt sur le revenu, une partie de ce que vous avez donné au parti vous est remboursée. Donc c'est un financement public indirect. Bref, on voit que les partis se renforcent dans ce domaine-là également. Donc au total, ce qu'on peut dire, c'est pas la mort des partis, c'est pas la disparition des partis. En réalité, ce que nous essayons de montrer dans le livre, c'est qu'il y a une tendance renforcée à l'autonomisation des partis. C'est-à-dire que les partis tendent de plus en plus à se replier sur eux-mêmes, former un monde à part, séparé des autres mondes sociaux. Alors c'est une tendance ancienne, cette tendance à l'autonomisation, elle est très ancienne, elle remonte au dernier tiers du XIXe siècle, avec l'apparition de la professionnalisation politique. Et donc c'est la poursuite d'une tendance longue. On ne peut pas prédire que ça va continuer comme ça de plus en plus, mais en tous les cas, on constate un renforcement de l'autonomie. Les mouvements sont-ils plus démocratiques que les partis ? Alors, est-ce que les mouvements sont plus démocratiques ? Ils sont présentés... Alors, ce qu'on entend par mouvement, ce sont des organisations politiques
qui ont émergé dans un certain nombre de pays, en Italie, par exemple en France, avec la République en marche, l'Italie avec 5 étoiles, enfin bon. Donc des organisations, c'est peut-être leur faire beaucoup d'honneur, des organisations qui ont émergé récemment et qui sont perçues, présentées comme étant plus souples, moins verticales, moins hiérarchiques, plus dynamiques, plus modernes, plus numériques. Alors il faut dire que déjà, je pense que c'est un point important, ce sont des organisations dans un état particulier, c'est-à-dire dans un état naissant. Alors évidemment, toute organisation qui apparaît a des propriétés particulières. On peut penser que s'ils veulent se maintenir dans l'univers politique, ils seront un petit peu obligés de changer. On le voit bien en ce moment, par exemple, avec La République en marche, dans la perspective des élections municipales en 2020, bon, ils se retrouvent fort dépourvus. Faute d'enracinement local, faute d'organisation locale, de structure locale. Donc ils démarchent les autres partis pour trouver des candidats. Donc on voit que c'est difficile pour une organisation politique de rester comme ça suspendue dans l'univers numérique. Il y a un moment où il faut entrer dans la réalité. Donc pour l'instant c'est parti d'une réalité un petit peu potentielle, on peut dire, vous voyez, un peu fictive. Par exemple, l'adhésion, en 2 clics d'ordinateur, vous êtes adhérent, quoi, vous voyez, donc sans avoir nécessairement payé de cotisations, sans vous engager. Il y a beaucoup de ces adhérents qui sont en réalité très peu actifs. Bon. Alors, il y a une activité également immatérielle, c'est-à-dire que ce sont des partis qui fonctionnent avec des groupes de discussion sur Internet, un peu fermés sur eux-mêmes. On discute. Bon. Et alors, ce sont des partis également très peu structurés. Entre ces groupes locaux de discussion numérique et la direction, il y a peu de structures intermédiaires, de fédérations départementales ou régionales. Alors, quant aux organes de direction, ce sont souvent, pour une part, il ne faut pas caricaturer, mais des organes un peu fictifs. C'est-à-dire que les vraies directions, les vraies décisions ne se prennent pas nécessairement dans les organes officiellement constitués pour prendre ces décisions, quoi. Donc il y a quelques personnages de premier plan, de premier rang. Donc ce qu'on peut dire, c'est que les organisations de base sont très autonomes, très libres, ce qui donne une impression justement de caractère très démocratique. Hein. Bon. En réalité, elles pèsent très peu sur les orientations. Bon. Et les organes de direction contrôlent très peu la base, mais finalement imposent assez facilement, en tous les cas le petit groupe dirigeant impose assez facilement ses vues et ses orientations. Donc finalement, on peut dire que ces organisations sont au moins aussi oligarchiques que les partis politiques. Que faire pour réancrer les partis politiques dans les milieux populaires ? Alors, que faire pour réancrer les partis politiques dans les milieux populaires ? Il y a eu du travail. Oui, alors ce qu'on peut dire effectivement, hein, c'est que les liens qui ont existé dans le passé entre des partis politiques, hein, plus souvent pour une grande part des partis de gauche, des partis sociodémocrates ou des partis communistes. Donc ces liens qui existaient dans le passé entre des milieux populaires et certains partis politiques, ces liens se sont incontestablement distendus. Ils n'ont pas été remplacés. Alors les ouvriers qui votaient à gauche dans le passé, qu'est-ce qu'ils font maintenant ? Ils cessent de voter, donc l'abstention, les inégalités de participation électorale se sont considérablement renforcées, elles existaient un peu dans le passé, elles sont beaucoup plus visibles et importantes maintenant, donc beaucoup d'ouvriers s'abstiennent, hein, plus ou moins selon le type d'élection, mais s'abstiennent, en tous les cas davantage que les autres catégories sociales, enfin, point. Et quand ils ne s'abstiennent pas, ils désertent un petit peu le camp de la gauche.
pour voter pour des partis nationalistes de droite radicale, souvent. Hein. Bon. Alors, pourquoi ? Incontestablement, il y a une responsabilité des partis de gauche, multiple. Ça ne veut pas dire qu'ils ont choisi de le faire toujours, mais enfin, en tous les cas, le résultat est là. Alors, en quoi réside cette responsabilité ? Les partis de gauche se sont progressivement éloignés des milieux populaires. Dans le passé, les partis socialistes, là il faut remonter dans un passé assez éloigné maintenant, où les partis communistes étaient très liés au milieu populaire, à la fois par leurs dirigeants, par leurs élus, députés par exemple, par leurs candidats, par leurs militants et par les adhérents. Or, ce que l'on constate, aussi bien pour les partis communistes que pour les partis sociaux-démocrates, c'est que cette base populaire n'a pas complètement disparu, mais elle s'est considérablement réduite. Voire elle a disparu en ce qui concerne certaines positions de pouvoir importantes. Par exemple, il n'y a plus en France de députés issus des milieux populaires. Il y en avait dans le passé. Bon. Par exemple, il y avait, si on prend le début de la Ve République, 1958, il y a une exception du Parti communiste, qui a encore une partie de ses députés, pas très nombreux en 1958 à cause du revers électoral, mais une partie de ces députés, qui étaient des professionnels de la politique, de longue date, la plupart d'entre eux, mais qui étaient personnellement issus des milieux populaires. C'est-à-dire, ils avaient été ouvriers, alors souvent pour une durée très courte, mais ils avaient été ouvriers. Et donc ils avaient quand même cette attache, cet ancrage populaire. Bon, ça a disparu. Et même pour un parti communiste qui avait des adhérents et des militants dans une proportion très, très importante, issus des milieux ouvriers, eh bien cette réalité a pratiquement disparu. Par ailleurs, les partis politiques, lorsqu'ils étaient au pouvoir, ont mené des politiques soit antipopulaires dans certains cas, soit en tous les cas, sans être antipopulaires, qui lésaient les intérêts, les aspirations, les espoirs des milieux populaires, qu'on pense aux retraites, qu'on pense au droit du travail, qu'on pense aux services publics, à la protection sociale, à la protection santé, etc., etc. Bon. Donc finalement, les membres des milieux populaires ont considéré que ce soit la gauche ou soit la droite, de toute façon c'est pareil, on en prend autant plein la gueule. Bon, voilà. Donc voilà, ça, il y a une responsabilité des partis politiques dans cet éloignement, dans cette rupture. Bon, en même temps, tout n'est pas de la responsabilité des partis politiques. C'est-à-dire qu'il y a un ensemble de transformations sociales très compliquées, on n'a pas le temps d'entrer dans les détails, mais une régression des grandes concentrations ouvrières dans des grandes entreprises, dans des quartiers ouvriers. Bon, il y a toute une transformation de la structure sociale avec par exemple une division de la classe des milieux ouvriers selon des lignes racisées ou selon des lignes religieuses. Il y a un ensemble de transformations sociales cet ensemble qui a contribué aussi à l'éloignement des milieux populaires par rapport aux partis politiques et notamment par rapport aux partis politiques qu'ils soutenaient dans le passé. Bon. Alors, est-ce qu'on peut faire quelque chose contre ça ? Ce que j'essaie de montrer très, très rapidement, c'est qu'en fait, cette rupture entre les partis politiques et les milieux ouvriers, c'est le résultat de phénomènes objectifs. Du même coup, on ne change pas les phénomènes objectifs sur un claquement de doigts, ce qui ne veut pas dire qu'on ne veut pas changer. Mais si on veut changer, si on cherche à changer, il faut savoir que ça sera extrêmement difficile. C'est un peu quand on veut briser l'atome, c'est pas impossible, mais il faut une énorme énergie. Vous voyez, c'est pareil, si on veut changer la réalité sociale, il faut une énorme énergie sociale. Donc ça se fait pas simplement en disant alors qu'est-ce qu'il faudrait, qu'est-ce qu'on peut faire. Il faudrait essayer de retrouver un recrutement populaire.
faire en sorte que les partis politiques ne présentent pas seulement des candidats avec Bac plus 5, ou 6, ou 7, ou 8, mais aient à cœur de former et de présenter des candidats avec d'autres profils, d'autres parcours, d'autres expériences, du même coup d'autres sensibilités, d'autres connaissances, d'autres compétences que celles qui existent, actuellement. Hein, bon. Pour ça, je veux dire, les partis politiques ne vont pas changer d'eux-mêmes. Et trop d'intérêt à l'intérieur des partis politiques à ce que les partis politiques restent tels qu'ils sont. Si par exemple il y a eu une esquisse de renforcement du poids des femmes en politique, c'est parce qu'il y a eu un mouvement social, le mouvement de la cause des femmes, complexe, multiple, puissant. Donc si on veut changer le recrutement politique, il faudra probablement un mouvement social. Il ne suffit pas de le dire comme je suis en train de le faire pour que ça se réalise. Il faudrait un mouvement social. Et alors, un mouvement social qui pourrait, par exemple, revendiquer une conditionnalité dans les aides publiques, les aides au financement des partis politiques. Ce qu'on fait, par exemple, pour essayer d'améliorer le poids des femmes en politique. On oblige les partis à présenter en gros un pourcentage de femmes à peu près égal à celui des hommes, et on les sanctionne s'ils ne le font pas. On pourrait s'inspirer de ça. Après tout, la moitié de l'humanité sont des femmes, mais la moitié de la population appartient au milieu populaire. Donc on pourrait imaginer d'obliger les partis politiques avec des quotas, à présenter en position éligible des candidats issus de milieux sociaux actuellement absents des instances politiques représentatives, des instances politiques démocratiques. C'est une suggestion. Une autre suggestion, c'est qu'il faudrait que les membres des milieux populaires soient intéressés par les partis politiques. Or, dans leur fonctionnement actuel, ils sont plutôt répulsifs, ils ont un fonctionnement très intellectualiste, et donc un fonctionnement tacitement censitaire, vous voyez, donc, qui tend à exclure ceux qui n'ont pas les codes, la maîtrise de la langue, la capacité à s'auto-informer, à s'auto-former, pour participer aux jeux politiques dans les sections, dans les organisations de base. Donc il faudrait que les membres des milieux populaires puissent à nouveau se retrouver dans les partis, ce qui suppose un type de fonctionnement un peu différent, où ce ne serait pas simplement un lieu d'échange de paroles, mais aussi un lieu d'échange de services, vous voyez, un lieu un peu fraternel, un lieu de convivialité, où on pourrait trouver des aides informatiques, de covoiturage, enfin toutes sortes de services qui pourraient intéresser aussi les membres des milieux populaires. Enfin, il faudrait que les partis politiques présentent des perspectives mobilisatrices pour les milieux populaires, c'est-à-dire des orientations idéologiques, politiques et programmatiques qui aillent au-delà de l'équilibre budgétaire et de diminution de la dette publique.